Bonsoir, Hotep, Shalom, Salam. J'espère que vous vous portez aussi bien que le courage et l'abnégation dans le cœur d'Ibrahim Traoré, ou que le goût des dépenses parlementaires dispendieuses au sein du Rassemblement national. Installez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une thématique majeure, complexe, en toute honnêteté, comparativement à tout ce que j'ai pu traiter avec vous. Celle-ci culmine, si tant est qu'il y ait une échelle d'importance dans les sujets de réflexion. Celle-ci culmine, nous allons voir ensemble la notion de vérité, ce qu'est la vérité, à quoi sert-elle surtout. Voilà, et je vais m'appuyer sur la dernière vidéo la double vidéo que j'ai postée entre hier et avant-hier. D'un côté, je vous ai demandé de vous exercer, de vous faire les dents sur la citation de Descartes, je pense. Donc je suis, en vous précisant que cette citation qui a traversé les siècles était fausse, et en vous demandant de trouver où se situait l'erreur. Un certain nombre d'entre vous ont refusé d'y voir une erreur. C'était intéressant, nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui. Et ensuite, le lendemain, à savoir hier, je vous ai délivré la réponse en m'appuyant sur l'un d'entre vous, Fidiou le Sage, qui avait décelé, qui avait découvert où se situait l'erreur. Nous allons rentrer plus en longueur, plus en profondeur autour de cette question, non pas simplement pour jouer aux métaphysiciens, aux philosophes de comptoir, mais toujours dans la même optique, vous permettre de prendre la mesure, si ce n'était pas encore le cas, de l'importance de la logique, et de deux, de vous permettre aussi de travailler la vôtre. Je vous laisse le soin de vous installer. Allez, mon ego estival considère que à partir de 30, on va pouvoir démarrer. Alors, merci également pour vos commentaires. Je compte sur vous pour participer activement à ce live, comme vous le faites d'ordinaire. Ça me motive, ça, en plus de me réjouir, ça me motive à me dépasser, cérébralement parlant, et à reproduire cet exercice. C'est pas évident de plus ou moins parler face à soi-même, surtout sur une durée aussi longue. 1 heure, 2 heures, c'est selon. Donc je vous laisse le soin de vous installer. Pour les prochains lives, petit à petit, je vais partager la parole avec un certain nombre d'entre vous. Je vais, en somme, organiser du mieux possible les lives pour qu'ils puissent maximiser leur utilité. Voilà. Alors nous sommes une petite dizaine, je vais encore attendre un peu. 9, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le match ce soir. Ah, la concurrence est rude. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer le score entre le PSG, je crois, et Real Madrid? Ce serait au passage, si vous pouviez m'indiquer le score, je vous en serais reconnaissant. Pour ceux qui ont un œil, ou qui ont eu un œil, je ne sais pas si le match est toujours en cours, sur la partie. Voilà, en tout cas, installez-vous. Comme toujours, 3-0 pour le PSG. Ah ouais, quand même. Ça a été une raclée. Mince, j'aimerais pas être dans la peau de Kylian ce soir. Là, il va prendre cher. Les footix du PSG vont faire ce qu'on appelle un pressing de haut niveau. Après, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, on va voir s'il a les ressources mentales d'un Mohamed Ali pour se relever de cette année, certes, satisfaisante à titre individuel, pour autant insatisfaisante à titre collectif. Une belle avoinée. Oui, en effet. Je n'ai pas vu le match. Je ne sais pas si lui, il est passé à côté. Quelle a été sa vérité du soir?
pour revenir sur la thématique du soir. Donc, qu'est-ce que la vérité? On va attendre à 20 quand même, si nous sommes une vingtaine, parce que manifestement, c'est difficile de se hisser aujourd'hui à un peu plus que cela. Après, pour rassurer celles et ceux parmi vous qui se soucieraient de ma sensibilité, ma susceptibilité, vous devez savoir que par le passé, j'ai déjà eu à dispenser des cours dans certains centres de formation où je débutais, j'expérimentais encore ma méthode révolutionnaire et j'avais face à moi 5, 6 élèves et pas toujours en plus désireux d'être là. Hein. Pour la plupart, ils y étaient forcés. L'écoute initialement n'était pas forcément ouverte. Ça ne m'a pas empêché de donner le meilleur de moi. Ainsi va ma vocation, transmettre par l'écriture, par des vidéos, par des directs, par des émissions enregistrées, peu importe. Tant que ça tombe dans des oreilles, dans quelques oreilles qui sauront faire bon usage, moi, je dors avec le sentiment du devoir accompli. Voilà. Vous pouvez me poser quelques questions en attendant le décollage pour quelques minutes sur cette notion de la vérité, qui d'ailleurs s'est retrouvée au baccalauréat général cette année, si je ne m'abuse. C'est vous dire à quel point elle est centrale et elle fait l'objet, elle devrait, je dirais même, faire l'objet d'une longue réflexion, et en particulier sur le terrain des panafricains, tellement elle est au cœur de beaucoup de problématiques. Je vais prendre quelques exemples. La question de l'identité, par exemple, hein, quand on parle d'aliénation, l'identité, eh bien, il est important d'essayer d'y insérer la question de la vérité. Ça permettrait d'éclairer sur bien des points. Sur la question de la religion, les religions révélées ou importées, pareil, ça questionne également sur le poids ou sur le sens de la vérité. La question du genre, homme-femme, et des rôles, ça questionne également sur le rôle de la vérité. Aucun sujet sérieux n'échappe à ce sujet fondamental qu'est la vérité. Simplement, on ne l'aborde jamais. Chose en soi n'est pas chose perçue. Ah ben dis donc, il y a des adorateurs d'Emmanuel Kant ici. En soi, pour soi, bon, toutes ces nuances, elles ont fait l'objet de beaucoup de débats. Alors, Monsieur Landry, tous les sujets traités dans vos vidéos publiés dans un livre seraient intéressants. Alors, pour ceux qui ne m'ont jamais lu, sachez que les sujets que j'aborde avec vous, je les ai quasiment, enfin pour la plupart, déjà abordés dans mes livres, que ce soit dans mes essais ou dans mes romans. Maintenant, en effet, de toute façon, sachant qu'on n'arrive jamais au bout d'un sujet, il mériterait très certainement que je les réaborde, peut-être d'une manière plus courte ou sous un autre biais. Je trouverai, mais quoi qu'il en soit, merci pour la recommandation. Alors, Monsieur Wanda, combien de livres avez-vous lu environ au cours de votre vie? Combien de livres ai-je lu? J'essaye par semaine, quand je suis dans un bon rythme, je peux en lire entre 4 et 6, à peu près. Donc par mois, à peu près une vingtaine. Par an, ouais, donc à peu près 200, 250. Je dirais que depuis 25 ans, ouais, peut-être 4000, à peu près, ouais, 4000 livres. Alors la vérité diffère selon le point de vue. On va voir ça aujourd'hui, intéressant. Le relativisme. Ouais, à peu près 4000 livres. Alors je les ai pas tous lus de A à Z, certains intégralement, d'autres par petites tranches, d'autres de façon diagonale. Mais disons que j'ai exploré à peu près entre 4 et 5 000 livres. Et j'ai commencé la lecture assez tard. Voilà. Alors si vous avez d'autres questions... Ah, on se rapproche de 20. Ah, nous voici. Ah, non, finalement, quelqu'un est apparu avant de réapparaître. Fausse joie pour réapparaître. Alors, bon, plus sérieusement. Ah oui, des livres de 400 pages. Non, pas tous, Monsieur Landry, pas tous. Pas tous. Non, certains livres, ça peut aller. Des livres, je ne sais pas, moi, par exemple, celui-ci, Une colère noire,
qui fait 190 pages que je peux lire en une journée. Je sais pas moi, quel autre livre, celui-ci sur la violence, qu'est-ce que la violence, qui est de 128 pages. Celui-ci, évalué sur le cerveau de 600 pages. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment variable. C'est vraiment variable. Alors, tu es pour l'école de la contingence ou l'école déterministe? Disons que je suis à mi-chemin. Mais nous allons voir vous poser des questions d'entrée de jeu très sérieuses. Hein. Déjà, il faut déterminer ce qu'on entend par contingence. Il faut rappeler qu'est-ce que le déterminisme. Il existe plusieurs formes de déterminisme. Il y a le déterminisme intégral. Il y a plusieurs types de déterminisme. Donc, tout ça, c'est encore des termes un peu techniques. Moi, comme je ne cesse de le répéter, mon but, ce n'est pas de vouloir impressionner par des notions, d'initier mon auditoire. Mon but, c'est de transmettre, si possible, de manière très pédagogique. Et ça suppose de donner accès par des mots relativement précis, pas simplistes, mais précis et accessibles. Alors, bonsoir, monsieur Honda, quel rapport fondamental apporte la lecture sur le cerveau? Parce que alors, on va commencer par cette question, d'ailleurs. Quel est l'apport de la lecture sur le cerveau que n'offrent pas d'autres supports de connaissances comme des vidéos? Excellente question. Et c'est vrai que peut-être que je devrais encore consacrer davantage de vidéos à ce sujet, étant donné qu'on est à une époque où la concurrence sur le terrain intellectuel et culturel est très, très, très présente. Beaucoup estiment que ce soit par audio ou de manière visuelle, on peut s'éduquer autant qu'en lisant. Alors, en termes de contenu pur, déjà, la lecture, en règle générale, est beaucoup plus riche. Les livres sont souvent le fruit, les livres de sachant, j'entends, des essais notamment, sont souvent le fruit de chercheurs qui ont consacré des années, des dizaines d'années dans un seul ouvrage. Et très souvent, cet ouvrage est truffé de références. C'est les critères d'exigence qu'impose ce type d'ouvrage. Voilà pourquoi, en règle générale, un livre est beaucoup plus riche qu'une vidéo qui mâche un peu le travail. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Alors, vos questions, alors je vais un peu noter les questions parce que ça défile et elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Là, j'en vois une qui vient d'apparaître là, avec le paradigme idéaliste de Berkeley. N'est-elle pas correcte? Je vais vous montrer pourquoi cette phrase elle n'est pas correcte et que ce n'était pas une question de paradigme, mais tout simplement de logique. Pourquoi la vérité objective rationnelle a si peu d'impact en géopolitique? Ah bah dis donc, alors attendez, je vais noter les questions parce qu'elles sont très très intéressantes. Fidju Le Sage vient encore de nous dégainer une question dont il a le secret. Si elle défile, je l'invite à la reposer. Alors, pourquoi la vérité objective, rationnelle, si peu d'impact? Ok, pourquoi la vérité objective, si peu d'impact en géopolitique? La réponse se trouve presque dans la question, comme souvent d'ailleurs. La géopolitique, c'est pas une question de vérité, mais d'intérêt. Et à partir de là, on cherche des excuses quand il faut agir dans son propre intérêt. C'est une réponse ramassée, mais ça permet déjà d'y voir plus clair. Alors, le nombre ne fait pas la qualité. Non, exactement, ça je l'ai toujours dit, hein, la qualité n'est pas déterminée par la quantité, bien au contraire. C'est pour ça qu'on parle d'élitisme, c'est pour ça qu'on parle de savoir pyramidal. C'est que plus on s'élève et plus la qualité se raréfie. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'un seul Dieu et non pas de plusieurs dieux. Ça rentre dans cette même logique. Donc l'élévation implique la raréfaction. Ce qui est rare et cher, enfin, vous connaissez déjà toute la théorie autour de ce rapport entre qualité et quantité. Alors, donc si vous avez des questions, hein, là je viens d'en noter deux. Celle sur la géopolitique, celle sur Berkeley. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on va démarrer sans plus attendre. Merci pour votre patience. Je renouvelle mes remerciements à l'égard de vous tous pour l'intérêt que vous portez à mon combat, à mes initiatives, à mes vidéos. La vérité est-elle synonyme de logique? Très bonne question. Et ça va être la troisième partie, mais très bonne question. Excellente question. Vérité est-elle égale à la logique? Ah mais dis donc, je suis gâté, hein. Honnêtement, je suis très gâté. Un seul Dieu, c'est-à-dire le monothéisme.
Après, il y a différentes manifestations, mais en tout cas pour les croyants dont je fais partie, il n'existe qu'un seul Dieu. Et plusieurs attributs auxquels on le rattache. Et c'est d'ailleurs la question des attributs qui parfois suscite différentes approches du divin. Voilà, mais ça encore, ça peut faire même l'objet d'une autre vidéo. Mais vraiment, merci, je ne cesse de le répéter. Merci pour votre attention. Je me sens vraiment, je suis gâté. Vous êtes très attentif, très pertinent, et vous m'aidez à tordre le cou aux préjugés, considérant que nous ne sommes bons qu'à danser ou à pleurer. Comme dans tout peuple, certains sont plus en proie aux émotions et d'autres à la réflexion. Et on n'échappe pas à cette règle, et j'essaie de faire partie de ceux qui participent et essaient de rassembler autour de la réflexion, bien que, attention, il m'arrive aussi de danser et de m'émouvoir. Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas un robot. La démocratie met-elle à égalité intelligent et idiot? Ah, bonne question aussi, je vais la noter. Démocratie, égalité, ben c'est justement l'un des effets pervers de la démocratie dénoncé par Tocqueville notamment, puisque une voix égale un vote, alors que dans le réel, l'ignorant... Pouvez-vous me donner votre avis sur votre analyse sur la définition de la liberté? Et donc vous me torpillez de partout. Hein. Qu'est-ce que vous avez pris ce soir? Dites-moi, vous êtes donné, passez le mot, pour me cribler. Bon, je vais essayer d'être réactif quand même, puisque je dois maintenir la motivation de votre côté quant à la participation. Mais je vais essayer également d'être... Voilà, de rester linéaire. La thématique du soir, ça reste quand même la vérité. Sommes-nous condamnés à être libres? Alors la notion de la liberté, on la verra une autre fois, parce qu'apparemment elle intéresse plus d'une personne ici. Nous sommes-nous condamnés à être libres? Ça c'est bon, c'est Sartre. Et d'autres disent oui, l'homme est une marionnette qui a l'illusion de la liberté. Donc ça c'est le déterminisme total. Donc il y a les deux écoles extrêmes. Mais ça c'est vraiment l'occasion d'une autre discussion. Et aujourd'hui nous allons traiter de la vérité. Alors, pourquoi on va traiter de la vérité? Bon, parce que, de toute façon, elle est au cœur de nos vies. On l'aborde sans le savoir, elle structure nos existences, nos échanges. C'est l'alpha et l'oméga du vivre ensemble. Maintenant, parfois, on ne réalise pas que on croit la saisir alors que on ne saisit qu'une illusion de vérité. Donc déjà, qu'est-ce que la vérité? En période de guerre, comme aujourd'hui, on le voit bien à l'échelle de la géopolitique, la vérité, c'est une affaire de camp, si je puis dire. Un homme avait dit que, je crois que c'est Charles Péguy, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. C'est une manière de dire que, quelque part, quand un affrontement entre deux nations, entre deux puissances éclate, le premier affrontement se situe sur le terrain de la justification. Chacun doit se présenter comme étant porteur, évidemment, du bon rôle. Sinon, comment motiver ses propres soldats d'aller au combat si ce n'est pas au nom de la justice? Motiver un soldat d'aller combattre au nom de la cupidité, vous allez perdre les 3/4 des combattants. La majorité des soldats ne sont pas des mercenaires, ne sont pas portés par la soif du sang. La plupart sont portés par la soif de justice. Donc, il est nécessaire d'entretenir dans leur cœur et dans leur esprit cette croyance et que l'on présente comme une vérité. Voilà pourquoi les États, par l'intermédiaire d'une propagande, ont pour mission impérative, impérieuse, d'entretenir au sein des soldats, mais plus largement au sein des populations, puisque si une mère de soldat n'est pas convaincue de la légitimité d'un combat, il y a des chances qu'elle retienne son fils, ou une femme qu'elle retienne son homme. D'accord? Donc c'est fondamental, la vérité initialement. Alors est-ce que la vérité est universelle? Si oui, pourquoi? Continent n'aime pas la vérité. Ça revient à la question de la géopolitique. La vérité est-elle universelle? Donc universalité de la vérité. On va revenir dessus, mais très bonne remarque. Donc j'introduisais en faisant comprendre l'importance de la vérité. C'est que la vérité a été toujours utilisée comme un instrument à l'échelle géopolitique pour inciter les humains, tant individuels que collectifs, à agir. Ce n'a pas été uniquement un élément de communication, ça a été vraiment un moteur de l'action. D'accord? On agit parce qu'on est convaincu d'agir au service du bien. Et ce bien-là, ça suppose le vrai. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est d'abord ce qu'on définit vrai et bien.
D'accord? Donc fondamentalement, le vrai, c'est le sol sur lequel marche l'être humain d'un pied ferme et qui souhaite avancer. Dans toutes les dimensions, j'ai pris la dimension politique, c'est pareil pour la dimension entrepreneuriale. Quand on veut se lancer dans une affaire, il faut qu'on fasse une étude de marché. Et une étude de marché, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de découvrir le vrai, la vérité, dans un secteur d'activité bien spécifique. Donc le vrai, la vérité, ça a toujours été un moteur. Maintenant, et ça, nous rentrons dans la première partie à proprement dit, qu'est-ce que la vérité? Alors, il y a deux grandes manières d'aborder la vérité. Sur le terrain théorique et sur le terrain, comme je l'ai évoqué à l'instant, mais on va rentrer plus en détail ensuite, pratique. Sur le terrain théorique, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, on sait que, enfin on sait, même intuitivement, pas besoin d'avoir épluché tous les livres de philosophie, intuitivement, la vérité, c'est ce qui est. D'accord? C'est ce qui est. Une chose est, donc si on pose des mots dessus, c'est la vérité. La vérité, alors certains, les latinistes, disaient adéquatio, c'est l'adéquation entre les mots et ce qui est. D'accord? Donc c'est ça, la vérité, de façon théorique. Bon, c'est presque une tautologie. La vérité, c'est ce qui est vrai, la vérité, c'est ce qui est. Ok, pourquoi pas. Simplement, on trouve, finalement, ça apparaît presque comme une convention. La vérité, c'est ce qui est, d'accord, mais qui prétend ou qui a autorité pour affirmer que telle chose est. Surtout que, là où la limite de cette définition se dresse, visuellement, ce qui est un critérium, un stylo, du parfum, un téléphone, c'est factuel, c'est matériel. Donc à la limite, on peut s'accorder. En revanche, voilà, il n'existe pas une vérité, mais des vérités. Ben, nous allons voir ça un peu plus tard. En revanche, dès lors qu'on rentre dans les vérités non matérielles, c'est là que, effectivement, se heurtent les différents points de vue, selon les perceptions. C'est les fameuses images du 6 et du 9. L'autre, un protagoniste affirme qu'il a face à lui le 6, celui d'en face affirme que non, il a face à lui le 9. Décidément, voilà. Je sais que nous avons été interrompus les quelques secondes, alors faites-le moi savoir si vous m'entendez de nouveau. N'hésitez pas. Donc ça semble être le cas. Voilà, donc la vérité définie comme ce qui est, et de façon objective, a tendance à se limiter à ce qui est visible, à ce qui est matériel. Dès lors qu'on rentre dans l'immatériel, dans l'invisible, donc dans le monde des idées, dans le monde des sentiments, alors là, cette définition trouve vite sa limite. Et ça nous oblige à voir finalement la vérité sous l'angle pratique. Et là, sous l'angle pratique, on rentre dans une double définition de la vérité. La double définition, c'est soit il s'agit d'un dévoilement, d'accord? Les Grecs parlaient de aletheia. Alors vous m'excuserez, si la majorité de mes références sont occidentales, je suis principalement le fruit d'une culture universitaire et scolastique occidentale. La majorité des livres que j'ai lus ont été écrits par des occidentaux et sur ces sujets philosophiques. Pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, peu d'afro se sont penchés en profondeur, à part quelques-uns, Achille Mbembe notamment. Néanmoins, aujourd'hui, et dans bien des cas, mes références sont occidentales. Donc pour ceux qui sont totalement allergiques aux références occidentales, vous pouvez passer votre chemin, je ne vous retiens pas. Alors, je ferme cette parenthèse. Donc la vérité, certains y voient un dévoilement. Donc finalement, c'est quelque chose à l'image de ce que pouvait définir un certain Platon. C'est une structure, un système d'idées reliées les unes aux autres de façon très globale. Donc la vérité sera un système. Et la fonction du philosophe, le but de l'homme, serait d'accéder à ce monde-là, ce qu'il appelle le monde des idées, par évidemment un travail sur soi, un travail d'élévation, et qui nécessite de se détacher des perceptions qui, selon Platon et selon d'autres, nous enferment dans des erreurs, nous enferment justement dans une forme de relativisme qui n'a pas lieu. Donc la vérité serait une forme de système transcendantal et auquel l'homme peut aspirer s'il s'en donne les moyens. Donc ça renvoie aussi à une vision religieuse, puisque selon les croyances religieuses, la vérité ne dépend pas de l'homme. La vérité, c'est même l'un des noms
que l'on attribue à Dieu. D'accord? La vérité, c'est vraiment ce qui est et qui peut être nommé. Donc, c'est pas simplement l'être, c'est l'être et le nommer. D'accord? Et ensuite, l'humain a vocation à dévoiler, à découvrir cette vérité. Alors, parfois de façon révélée, les livres saints, parfois par sa recherche, notamment scientifique. D'accord? Donc, la vérité, sur ce terrain-là, c'est le dévoilement, aletheia. Et puis, est venue s'ajouter, pour ne pas dire se confronter, une autre vision de la vérité et qui fait écho à la géopolitique. Cette fois-ci, c'est la veritas. C'est plutôt la vérité construite par l'humain. Donc la vérité, ce n'est plus ce qui est et qui est dévoilé, mais plutôt ce qui est vrai, ou plus exactement, ce qui est considéré comme vrai. Et la différence est de taille, considéré. Ça signifie que il y a l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'humain. D'accord? Donc ce qui est considéré par l'humain comme vrai. C'est ça la deuxième définition de la vérité. Et cette différence est de taille. J'en appelle vraiment à votre concentration. J'espère être suffisamment clair, pas trop jeter de troubles ou de brouillard dans mon explication. Mais fondamentalement, alors Platon parlait de dialectique, littéralement confrontation, idée, perspective. Ok, bon, après ça, on rentre dans des précisions, monde intelligible, monde sensible, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais là, j'essaie vraiment d'aller au plus simple dans les notions et pas trop déverser toutes les notions philosophiques. C'est pas le but. Le but, c'est pas d'être dans la démonstration, dans l'étalage, même si certaines notions quand même sont indispensables. Donc je reviens à la deuxième définition de la vérité, veritas, qui est plutôt une construction, puisque c'est ce qui est considéré comme vrai. Considéré comme vrai par l'humain. Maintenant, considéré comme vrai, cela suppose, enfin du moins ça convoque l'idée de la légitimité. C'est-à-dire qui a suffisamment de légitimité ou d'autorité pour non seulement considérer une chose vraie, mais surtout la faire accepter comme telle. C'est pas aussi simple. C'est pas n'importe qui se lève comme cela, il vous balance une idée, il la présente comme la vérité et tout de suite vous adoubez, vous lui donnez raison et vous adoptez cette vérité. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc la question de la légitimité et par extension la question de l'autorité, elle est au moins aussi importante que l'idée de vérité. Je répète, la notion de l'autorité, pour dire les choses, ou l'autorité et la légitimité sont les parents de la vérité humaine. Humaine. Je répète, l'autorité et la légitimité sont les parents de la vérité humaine. Il existe la vérité transhumaine ou qui ne dépend pas de l'homme, qui est une forme de système d'idées reliées les unes en autres, qui forment une sorte de structure de pensée. Ça, c'est une chose. Mais après, encore faut-il y accéder. Et est-ce que ça existe vraiment au vu des évolutions scientifiques et à chaque fois on rajoute des nouveaux concepts? Ou alors, dans la vision plutôt humaine, la vérité, en définitive, c'est une construction humaine, mais qui repose sur l'existence de deux critères, la légitimité et l'autorité. D'accord? Qui a légitimité? Qui fait autorité pour pouvoir affirmer que telle idée est vraie et au contraire que telle autre est fausse? Et on revient à mon introduction où, sur le terrain de la géopolitique, je parlais par exemple de propagande. Oui. Quand on nous dit, l'exemple le plus célèbre ces derniers temps, on voit bien la guerre en Ukraine-Russie. Bon, du côté de Paris, Vladimir Poutine est l'ogre et l'envahisseur et le méchant. Du côté de Moscou, Vladimir Poutine est le protecteur de la Grande Russie qui anticipe le danger. Qui a raison, qui a tort? Bon, ce qui est sûr, c'est que chacun est convaincu d'avoir raison. En tout cas, nous, de l'extérieur, n'étant pas dans un cas comme dans l'autre, ne faisant pas partie de l'appareil d'État, on considère que chacun croit en ce qu'il affirme, croit en sa version de la vérité. Okay? Et nous, on la reçoit telle qu'elle. Donc, sur cet exemple-là et tant d'autres, nous montrent que la vérité est une construction. Et c'est si vrai que ça nous oblige à nous questionner donc sur cette question, sur la notion non plus simplement de la vérité, mais sur la notion d'autorité. C'est la notion centrale sur laquelle peu de gens s'attardent, alors même
qu'elle constitue le cœur de la réflexion collective. Le cœur de la réflexion collective. Sans autorité, il n'y a pas de vérité partagée. Il peut y avoir des vérités individuelles. Chacun peut être porteur de sa propre vérité, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Selon notre sensibilité, notre expérience réflexive, chacun peut penser ce qu'il veut. Mais l'ennui, c'est que si chacun pense ce qu'il veut, sans que nous puissions, sur des points clés, tomber d'accord, est-ce qu'on peut même réussir à vivre ensemble? C'est impossible. Si par exemple, je vous demande quelle heure est-il, et que à ma montre, il est 23h03, et que vous me répondiez que à la vôtre, il est 10h12, et que c'est votre vérité, bon, si demain on se donne rendez-vous, ça peut compliquer la chose. D'accord? C'est un exemple bateau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on ne tombe pas d'accord sur des conventions, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas agir en commun ensemble. Donc l'être en commun, le vivre ensemble, repose sur des vérités collectives, sur des croyances collectives. Parce qu'après, finalement, est-ce que la vérité collective est vraiment véridique? Ou alors est-ce que c'est une croyance collective, c'est-à-dire un avis partagé par un groupe, est considéré comme vrai par une autorité? Et la question de l'autorité, c'est la raison pour laquelle elle est centrale. Et par autorité, il existe un homme qui s'y a attardé plus qu'aucun autre, en tout cas à ma connaissance, c'est un certain Max Weber. Max Weber, dans son analyse sociologique, il estime qu'il existe principalement 3 sources de vérité. Bon, moi j'en ai établi une quatrième, je vais vous l'évoquer dans quelques secondes. Pour autant, voilà, on part de principalement 3 sources de vérité. La première, d'autorité, pardon, et par conséquent de vérité. La première source, voilà, qui détermine ces vérités collectives? Ben, j'y viens, la question tombe à pic. Alors, soit elle est d'ordre traditionnel, donc, et elle vient de l'autorité paternelle ou maternelle, mais tout du moins, elle est traditionnelle, d'accord? Et elle est transmise par la famille, au sein de la cellule familiale. Donc, ça, c'est un des vecteurs de vérité. Soit elle vient du professeur. Donc là, lui, il a la légitimité académique. Vous allez dans une salle de classe, il y a un professeur de maths qui vient, un professeur d'histoire, il parle, vous allez avoir tendance à prendre pour parole d'évangile ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que s'il est là, c'est pas par hasard, il a autorité sur le sujet qu'il traite et qu'il vous transmet. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième autorité, l'autorité du professeur, l'autorité académique. Ensuite, il y a une troisième autorité, alors qui est un peu plus floue à définir, mais qui pourtant, aujourd'hui, exerce un poids assez considérable. L'autorité charismatique. Donc le leader d'opinion. Par son charisme, il suscite un magnétisme, par son charisme personnel, par son parcours, le magnétisme qu'il suscite, le transforme en source de vérité. D'accord? Donc finalement, ce qu'il met en avant est considéré comme vrai parce que c'est lui qui le dit. C'est comme ça. Donc c'est l'une des sources de vérité. D'accord? Et quand je dis le leader, ça va du leader à la star et de télé-réalité. Voilà. Autorité rationnelle, pardon, c'est la deuxième, c'est celle du professeur, c'est l'académisme en quelque sorte. C'est celle-ci, ça va du professeur à l'État, si je puis dire. D'accord? Mais merci de le rappeler, Charbel de Versailles. C'est celle-ci, c'est l'autorité légalo-rationnelle, ensuite il y a l'autorité traditionnelle et l'autorité charismatique. Et l'autorité charismatique, c'est le leader d'opinion, ça va jusqu'à la star de télé-réalité, qu'on le veuille ou non. D'où l'importance, même si aujourd'hui ça bat de l'aile, mais d'où le poids de ce qu'on appelle les influenceurs. C'est ça, ils influencent. C'est-à-dire ce qu'ils disent, bon ben, c'est perçu comme ayant du crédit, à condition qu'évidemment ils tiennent un propos qui correspondent plus ou moins à l'image que l'on se fait d'eux. Quelqu'un qui consacre des vidéos matin, midi et soir à la cuisine et qui un jour prend une position sur la géopolitique en Ouzbékistan, bon, c'est pas sûr qu'il aura la même autorité que s'il nous parlait du gigot d'agneau. D'accord ? Donc voilà un petit peu les sources d'autorité, et c'est très important de le comprendre, et notamment sur les bras de fer maintenant. Parce que oui, là c'est bien beau théoriquement,
je vous ai placé les différentes sources d'autorité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le réel, ces autorités-là se cognent la tête. Et oui, alors, historiquement, on parle majoritairement du conflit entre l'autorité temporelle incarnée par l'État, donc le pouvoir temporel, et l'autorité spirituelle. Donc souvent, ça se cogne la tête, et normalement, ils doivent s'entendre entre eux pour incarner une autorité plus globale, d'accord, ce qui est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, dans la société dite moderne, eh bien, ces bras de fer se multiplient. On n'est plus uniquement dans le conflit ou le bras de fer autorité spirituelle, autorité politique ou temporelle. Maintenant, dans l'autorité temporelle, eh bien, il y a l'autorité du politique qui s'oppose à l'autorité du scientifique. Eh oui, le scientifique est un nouvel acteur qui s'est invité sur la scène de la vérité au XIXe siècle. Ça s'appelle le courant du positivisme d'Auguste Comte et qui après s'est installé à la tête du monde via les révolutions industrielles. Donc ils ont fait ses preuves, les scientistes, le courant scientiste, donc l'extension du mouvement rationaliste pour celui qu'il a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, le scientifique, lui aussi est venu s'inviter à la fête autour de la table de l'autorité. Au point même de prendre la chaise du spirituel. À tout le moins dans un pays, par exemple, comme la France, même peut-être plus largement en Occident, bon, que ce soit le curé, le pasteur, l'imam, le rabbin, on leur accorde peu d'audience en haut lieu. À la limite, on leur tend l'oreille quand il s'agit d'aborder des questions à caractère moral, sur les mœurs, la notion du bien et du mal. Et encore, quand je dis encore, parce qu'ils ont été, au fil des siècles, dépouillés de leur autorité par la loi. Quand on regarde la loi telle qu'elle est faite, globalement, est l'émanation, dans les grandes lignes, tout du moins, des textes religieux. Vous regardez la Déclaration des droits de l'homme, c'est les tables de la loi, factuellement. D'accord ? Et après, maintenant, elles sont décortiquées. Si bien que le pouvoir religieux a perdu de son emprise au sein de la cité, au profit du pouvoir scientifique, qui, lui, par son accès justement à la réalisation, puisqu'il transforme le réel, le scientifique devenant l'ingénieur, eh bien, il a plus de crédit. Pendant que le religieux, il vous dit, faites pas ci, faites ci ou ne faites pas cela, sinon, attention, vous allez aller au paradis ou en enfer. Donc ça reste hypothétique. L'ingénieur, lui, il vous dit, faites ci, ça va vous permettre d'obtenir cela. Et effectivement, si vous appliquez, prenez telle machine, vous construisez selon ces recommandations, eh bien, vous allez obtenir un barrage hydraulique, eh bien, vous allez obtenir un drone, eh bien, vous allez obtenir un téléphone, et j'en passe. Voilà. Donc le scientifique est venu avec un bulldozer prendre une place, alors qu'initialement il avait été un peu maltraité. XVIIe siècle, c'est le tournant. On sait bien que Galilée, il a failli subir le sort d'un de ses confrères, Giordano Bruno, quelques années auparavant, pour avoir osé affirmer que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais au contraire que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, ce que, à l'époque, l'Église catholique se refusait d'admettre par peur que l'homme perde sa centralité dans le récit du genre humain. Bon, je referme la parenthèse, mais aujourd'hui, et depuis le 19e siècle, le scientifique est venu sur la table de l'autorité en disant « Voilà, je suis le nouveau prophète, je suis le nouveau détenteur de la vérité. » Et c'est très marqué en Europe. Sur le continent, la vérité scientifique n'a pas encore suffisamment pris de place, à part quand elle vient de l'extérieur, du fait qu'en interne, les États n'ont pas suffisamment encore investi, surtout dans l'espace francophone, dans les centres de recherche. Il n'y a pas ce culte du chercheur localement. Nos chercheurs, nos cerveaux vont étudier, enfin travailler, même remettre leur talent au profit des États-Unis, de la France, du Canada et j'en passe. Donc localement, finalement, le scientifique n'a que peu de crédit. Et il laisse le pouvoir aux religieux, donc au spirituel, ou au père, à la tradition. Et c'est peut-être là où le bras de fer se dresse entre les anciennes générations, qui sont très attachées aux traditions, et les nouvelles générations qui, compte tenu de la mondialisation, les enfants,
sont partis effectuer des études à Paris, à Londres, à New York, au Québec. Ensuite, soit pendant les vacances, durant un séjour, soit dans un mouvement de Back to Africa, quand ils rentrent localement, ils constatent que leur maîtrise sur certains aspects heurte certaines croyances locales entretenues par la tradition. D'accord ? Et ça donne lieu à des vrais débats, à des vraies oppositions qui ne sont pas perçues comme des oppositions légitimes en raison du droit d'aînesse. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui, je répète, qui n'a l'air de rien, mais le sujet de la vérité est fondamental, puisqu'il pose la question et de la place de la tradition. Est-ce que, dans nos cultures africaines, la tradition doit-elle être aussi sacro-sainte? Ou alors, inversement, peut-elle faire l'objet d'une remise en question pour peu que cette remise en question soit effectuée, soit certes avec respect, mais néanmoins avec une certaine rigueur. Quand je parle de tradition, je vais prendre un exemple. L'excision. Alors d'aucuns diront oui, c'est la tradition, d'accord. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce qu'on peut pas essayer de la revoir et d'essayer de se dire peut-être elle a plus lieu d'être. Peut-être que sa fonction initiale, à l'époque, qui consistait à limiter les risques de plaisir sexuel qui jaillissait chez la femme et ainsi le risque qu'elle aille un peu visiter les lits de plusieurs hommes. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui on est une autre époque, l'époque de la liberté, l'époque d'autres apports médicinaux et qu'à ce titre, cette pratique peut être plutôt perçue de manière un peu barbare? Peut-être, une question, d'accord? Voilà, exemple. Il y a quantité d'autres exemples qui peuvent être l'objet comme ça d'une analyse. Le seul souci, c'est que la tradition ne se présente pas, encore une fois, comme tradition. Elle se présente comme vérité. Et je vais même plus loin, elle se présente comme identité. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve dans un dialogue, dans une impasse intellectuelle, dans une forme de dialogue de sourds. Et oui, dès lors qu'une personne, un aîné vous dit qu'on doit agir ainsi, car c'est notre identité, bon, quelque part, il vous désarme. Il vous retire la légitimité de votre discours. Et là, on revient à la notion de légitimité que j'ai évoquée tout à l'heure, très importante. Parce que la question d'identité enferme le sujet dans une légitimité propre d'identité et rejette tout ce qui n'est pas de l'identité au nom de la lutte contre l'aliénation, contre les forces exogènes, contre le néocolonialisme, et j'en passe. Donc c'est extrêmement complexe, cette question de vérité, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'elle intègre cette notion d'identité, d'accord, que beaucoup instrumentalisent. Oui, autre exemple, certains voudraient que l'Afrique ne se plie pas ou ne s'allie pas aux règles du libéralisme, donc l'économie de marché. Et quel argument avance-t-il prioritairement? Oh, ce n'est pas dans notre identité. L'identité africaine, ce n'est pas le libéralisme. L'identité africaine traditionnelle n'a que faire de la propriété privée, qui est la base même du libéralisme. Bon, est-ce que dans l'état actuel des choses, aujourd'hui, c'est encore crédible de balayer l'idée de propriété privée? Ce qui supposerait demain, s'il n'y a plus de propriété privée, que mon téléphone portable appartienne à tout le monde, que votre voiture appartienne à tout le monde, que votre pantalon appartienne à tout le monde. Enfin, si on va jusqu'au bout de la logique, ça peut compliquer les choses. Un peu de crédit accordé aux scientifiques en Afrique n'est-il pas en partie du fait qu'initialement les sociétés africaines sont de type holistique, tandis que l'Occident a sectarisé la société? Alors, il y a un peu de ça. Très bonne question. Très bonne question. Je vais essayer de la résumer. Pourquoi en Occident, mais pas qu'en Occident, vous allez en Asie, les scientifiques sont sanctifiés. Mais bon, on va rester basé sur la comparaison Occident-Afrique. Pourquoi en Occident, le scientifique a-t-il obtenu une telle place centrale, tandis que sur le continent, cette place est encore à conquérir? C'est que l'Occident... Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison religieuse, puisque le monothéisme, l'abrahamisme a projeté, a transformé la société, la faisant passer d'une société holiste à une société individualiste.
en attestent, par exemple, c'est tout bête, hein, les 10 commandements. Les 10 commandements, ils ne disent pas, vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas, vous ne commettrez pas un adultère. C'est tu. Donc ça s'adresse à l'individu. Donc les sociétés, les religions monothéistes se sont adressées à l'individu. Donc c'est l'entrée, c'était la première graine dans l'émergence de l'individualisme, lequel sont ensuite poursuivis avec l'émergence en tant que telle du capitalisme, et enfin avec l'éclosion d'une vision schumpeterienne, mais surtout l'éclosion de la culture de l'écriture. C'est la culture de l'écriture qui transforme une société collective en société individuelle, dans le sens où on écrit tout seul. Moi, quand je tiens mon crayon, je suis tout seul. Quand j'écris, même si parfois on peut écrire certains livres à 4 mains, il n'empêche que, principalement, la culture individuelle, enfin la culture de l'écriture, c'est une culture individuelle. Donc l'Occident a sacralisé l'individu, en effet, et notamment le scientifique. C'est affranchi de Dieu pour évoluer techno. Alors l'Occident s'est affranchi de Dieu. La France peut-être, l'Occident non. Vous regardez In God We Trust aux États-Unis, vous regardez le Brésil qui a repris le triptyque d'Augusto Comte, pas partout. Alors effectivement, en sciences, en mathématiques, on n'a pas forcément besoin en tant que tel de Dieu, puisque le discours religieux, c'est principalement un discours à caractère moral, tandis que la science, elle parle du vrai, donc elle ne parle pas du bien. D'accord ? Maintenant, le discours religieux peut néanmoins rencontrer le discours scientifique quand on analyse la structure de l'univers, la structure du cerveau humain, quand on analyse l'infiniment petit, l'infiniment grand, quand on analyse le rôle des fractales, le nombre d'or, enfin, quand on analyse un certain nombre de secrets, pour revenir au système de pensée que j'évoquais tout à l'heure en citant le nom de Platon, eh bien, on peut aboutir à l'idée que tout cet être complexe, l'existence complexe, la vérité complexe ne peut pas être le fruit, et qui ne dépend pas de l'humain, ne peut pas être le fruit, il n'y a pas de liaison, du hasard. C'est comme si vous tombiez sur une encyclopédie et que vous posiez la question, est-ce que quelqu'un a écrit cette encyclopédie, ou alors les lettres sont-elles venues hasardeusement, parfaitement s'emboîter pour créer des lignes qui ont du sens, des pages et l'ouvrage dans son entièreté. Voilà comment la lecture religieuse et la lecture scientifique peuvent se recouper, à savoir sur le point de commencement, sur voilà, la cause première, comme on dit en philosophie. Mais pour revenir à cette notion, même si la question était intéressante, hein, sur la notion d'autorité, elle est centrale. Hein, c'est qu'il y a un vrai bras de fer, aujourd'hui majeur, qui accourt et qui oppose, même encore, par exemple, si on regarde les discours anti-néocoloniaux, anti-impérialistes, portés principalement par les acteurs de l'AES, les braves acteurs de l'AES, dois-je préciser, ils s'inscrivent davantage dans un discours qui peut s'apparenter à un discours religieux, puisqu'il se limite à un paradigme moralisateur, les forces du bien contre les forces du mal. D'accord ? Le problème, c'est que la géopolitique sur le continent est d'abord tributaire du discours scientifique, puisque c'est principalement la quête des matières premières qui est le moteur des mouvements ou des rapports de force. Et c'est faute de machines d'extraction, faute d'ingénieurs, faute de centres de recherche localement implantés, que l'Afrique est encore perçue par une grande partie du monde comme un gâteau à se répartir. Donc c'est fondamentalement le paradigme scientifique qui doit être investi et non pas le paradigme religieux, même si le paradigme religieux, autrement dit moralisateur, a son intérêt. Je ne dis pas qu'il n'a aucun intérêt. Il porte un intérêt dans la mesure où c'est celui qui se saisit le plus facilement des cœurs, les humains. Je l'ai évoqué tout à l'heure en début. Les soldats, pour aller au front, le discours scientifique ne suffit pas. Ils doivent être animés par un discours moral, par un discours empreint de vertu, par l'idée de justice. Sinon, c'est difficile à ce qu'ils participent à ce sens du sacrifice, ô combien nécessaire, devant lequel ils doivent prêter allégeance. D'accord ? Donc, sur le continent, le discours, justement, l'autorité religieuse se heurte à l'autorité traditionnelle et le tout au détriment de l'autorité scientifique relativement absente
Et j'allais dire, oui, plus qu'absente, c'est même un pléonasme de le dire. Et maintenant, dans tout ça, ce qu'il y a de plus important, ou du moins ce qui se dégage, d'aucuns l'ont dit ici, on dit oui, mais finalement, la vérité, ça reste un théâtre d'affrontement, chacun tire la couverture à soi, elle est instrumentalisée, les politiques l'instrumentalisent à des fins géopolitiques, les religieux aussi l'instrumentalisent, surtout sur le continent, les pasteurs vendeurs de, les pasteurs escrocs, les pasteurs vendeurs de rêves qui abusent de la misère, entre les traditionalistes qui, à mon sens en tout cas, pareil, tirent profit de l'ignorance et veulent juste, eux, avoir le statut d'initié, bomber le torse et dire que eux ils sont détenteurs d'un savoir contrairement au peuple. Donc ça reste une instrumentalisation de la vérité à des fins individuelles et non à des fins collectives. Il n'y a pas, à mon sens, ça n'engage que moi, de démocratisation de la vérité. La démocratisation de la vérité passe d'abord et avant tout par la démocratisation de la lecture et de l'écriture. Je répète, la démocratisation de la vérité passe d'abord et avant tout par la démocratisation de la lecture et de l'écriture. D'accord? Quand on regarde ne serait-ce que les statistiques parlantes concernant le taux d'illettrisme, qui est, à mon sens, la statistique la plus importante pour pouvoir comprendre le clivage entre les nations qui prospèrent, qui avancent, et celles qui ont tendance à stagner ou à avancer trop lentement. Le taux d'illettrisme qui caractérise ou qui frappe nos pays sur le continent dépasse les 50%. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien ce que signifie cette statistique tragique. Plus d'une personne sur deux, et en l'occurrence ce sont principalement des jeunes, ne sait ni lire ni écrire, ou de façon très laborieuse. Oui. Ce qui veut dire, parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce taux d'illettrisme. On ne peut pas devenir avocat, journaliste, médecin, ingénieur, architecte, haut fonctionnaire, professeur d'université, et j'en passe, quand on ne sait pas écrire. C'est ainsi. Donc, aussi longtemps que la problématique de l'illettrisme ne sera pas prise à bras-le-corps, on pourra toujours accuser un tel de profiter, de piller les richesses, ça ne changera rien. Et quand je dis illettrisme, certains pourraient s'empresser de dire « Oui, mais nous, on a l'illettrisme, ça veut dire quoi? C'est pas parce que j'écris pas en français que je suis illettré. Moi, dans ma langue, je parle très bien ma langue. » Sans doute. Simplement, l'illettrisme, ça concerne le rapport à l'écrit. Parler ne suffit pas. Ce n'est pas en parlant qu'on crée des réacteurs nucléaires. L'oralité, ce n'est pas la science. L'oralité, tout au plus, peut aborder des questions à caractère moral, à la limite, mais sûrement pas à caractère scientifique, les questions scientifiques exigent une telle exactitude, une maîtrise d'un certain nombre de notions qui ne peuvent pas faire l'économie de l'écriture ainsi que de la lecture. Le taux de connaissance est tellement élevé que l'oralité seule ne suffit pas. Alors, si le français se retrouve, n'est pas russophone, peut-on dire de lui qu'il est... Non, il est illettré en Russie. Oui, il sera illettré en Russie, clairement. Si en Russie, vous évoluez, mais vous ne parlez pas le russe, en Russie, vous êtes illettré, tout simplement. Et illettré, toute personne qui ne maîtrise pas l'écriture du pays dans lequel il vit et dont la langue est considérée comme la langue de l'État, comme la langue officielle, ni plus ni moins. Or, dans nos pays, sur le continent, qu'on le veuille ou non, colonisation oblige, les langues officielles ne sont pas nos langues maternelles. Non, les langues officielles, c'est le français, l'anglais, pour certains, l'espagnol. Voilà, mais c'est pas le lingala, le wolof, le soninké, le bamileke, le bassa, le wando. Non, on peut s'en attrister, on peut le déplorer, à raison. Toujours est-il que quand on met de côté la dimension morale, moralisatrice, les faits sont les faits. Les écrits, trouvez-moi tous les livres nécessaires à l'émancipation d'un peuple rédigés dans nos langues. Voilà. Donc, je ferme cette petite parenthèse pour dire que, et là on arrive au troisième point, qui est le plus important pour ce soir, et qui renvoie à la vidéo autour de Descartes, et qu'on va décortiquer un peu plus en détail aujourd'hui, c'est que, en définitive, toutes ces autorités, donc comme je l'ai dit, bras de fer les unes avec les autres, selon les espaces de vie, selon les aires culturelles, selon les époques même, pour autant,
elles sont soumises, et c'est pour ça qu'il y a un bras de fer possible entre elles, à une autorité qui dépasse toutes les autres. Qui dépasse toutes les autres. À votre avis, de quelle autorité s'agit-il? Qu'est-ce qui fait autorité de manière supérieure à toutes les autorités que j'ai évoquées, l'autorité traditionnelle incarnée par le père, la famille, l'autorité académique incarnée par le professeur jusqu'à l'État, l'autorité charismatique incarnée par le leader ou la star? Quelle est l'autorité qui dépasse toutes ces autorités? Je vous laisse quelques secondes. Il faut un peu que vous creusiez un peu davantage les méninges, le temps que je me désaltère un peu. Eh bien, dis donc, Charbel, donc celui-là, il faut que je l'ai à l'œil, celui-là, ou celle-là d'ailleurs. Je vois que finalement, je n'ai pas de secret, je deviens trop prévisible. En effet, étant donné que la réponse a été donnée en double, le logos, la raison, la logique, en effet. Non, pas l'autorité monétaire, justement, non. Au-dessus de l'autorité monétaire, au-dessus de l'autorité politique, au-dessus de l'autorité religieuse, trône l'autorité de la logique. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce que la logique? C'est quoi la logique? Pourquoi fait-elle autant autorité? L'un d'entre vous, dans les commentaires, a posé une question qui a l'air comme ça d'être une question qui met un peu poil à gratter, mais pour autant qui est une question très très pertinente. Qui fait autorité sur l'autorité de la logique? Qui détermine les lois de la logique? C'est une très grande question, d'accord? Mais d'abord et avant tout, revenons sur la logique. Pourquoi la logique fait-elle autorité? D'où tient-elle son pouvoir? Comment se fait-il qu'elle se situe au-dessus de toutes les autres? D'accord? Alors, c'est une question extrêmement délicate. C'est une question qui encore aujourd'hui fait l'objet d'énormément de débats dans les cercles fermés. Pas plus tard qu'il y a encore peu de temps, pour tout vous dire. Hein, je l'ai pas encore lu, celui-ci, je l'ai eu à 2-3 jours. L'énigme de la raison. D'accord? Donc c'est pour vous montrer à quel point la question de la rationalité, de la logique, et à la fois, elle s'impose de manière féroce à toutes celles et ceux qui essayent de découvrir la vérité, mais en même temps, elle nous enferme dans un flou, dans un trouble terrible. Maintenant, les religieux les plus mystiques, ils ne s'embarrassent pas, ils vous disent, et moi je m'en rapproche un peu de leur lecture, de leur postulat, ils disent que la logique, c'est le premier attribut, pour ne pas dire le premier nom de Dieu. Bon. Moi, à travers mes formations, j'enseigne à mes élèves, certains d'entre vous sont là ce soir pour en attester, que la logique, c'est vraiment la part de divin que tout être humain a en lui. Je dis bien que tout être humain a en lui. Tout être humain, à la différence des autres autorités, a en lui la logique. A en lui, autrement dit, la capacité d'accéder à la vérité. Mais encore faut-il qu'il sache, déjà qu'il ait conscience d'avoir ça en lui. Deuxièmement, qu'il sache comment elle procède. Et étant donné qu'il y a une mécanique, il existe des règles. Et là, c'est déjà un peu moins compliqué. Mais avant tout, il y a un critère prioritairement, qui permet d'accéder à la logique, ou du moins à la maîtrise de la logique. Et je vais vous le donner dans une seconde. Mais avant, je reviens donc sur cette notion de qu'est-ce que la logique? La logique, alors le premier en Occident à y avoir consacré des pages et des pages, c'est Aristote. Aristote, il a posé les bases de la logique qui, en gros, c'est les règles de pensée ou d'articulation qui permettent de raisonner sur le chemin du vrai. Bon, donc en gros, c'est plus une mécanique, la logique. C'est pas un fait, c'est ce qui relie les faits entre eux, mais de manière véritable, de manière véridique. C'est ça la logique. Quand on dit ah mais c'est pas logique ce que tu dis. Si je vous dis par exemple j'ai faim, donc je vais faire de la corde à sauter. Bon, à première écoute, c'est pas totalement logique. En tout cas, ça sonne pas comme tel. Après, peut-être que si un nutritionniste et un sportif ont des secrets autour du lien entre le fait d'avoir faim et le fait de faire de la corde à sauter, peuvent nous éclairer. Peut-être que. Mais sinon, comme ça, à première écoute, bon. Si je vous dis il pleut, car
il pleut car j'ai de l'argent dans les poches. Bon, là aussi, c'est pas logique. Par contre, si je vous dis il pleut et j'ai un billet dans la poche, bon, c'est une observation, mais en soi, là non plus, la logique n'est pas convoquée. Pourquoi? Parce que la logique se situe dans deux mots, mais qui n'en sont qu'un en définitive, principalement. Le mot donc, ou alors le mot car, qui est son opposé. D'accord? La clé de la logique se trouve dans ce mot. Bon, en français, on appelle ça la conjonction de coordination, donc, ou alors connecteur logique. Mais le donc, tout est dans le donc. La clé du monde se trouve dans le donc. Et je pèse mes mots. Et honnêtement, je devrais même consacrer des dizaines de lives autour du donc. Le monde, le pouvoir de tout temps se trouve dans le donc. Qui maîtrise le donc, maîtrise la vérité. Qui maîtrise le donc, maîtrise l'espace, maîtrise le temps. C'est à partir de la maîtrise du donc que, par exemple, on peut créer des fusées pour aller dans l'espace. C'est à partir du donc que vous pouvez organiser une entreprise prospère. Parce que le donc, c'est ce qui vous permet de partir d'une idée et ensuite d'articuler une idée, puis ensuite une autre idée, mais toujours de manière vraie ou qui se rapproche le plus de vrai pour aboutir à un résultat. Si, par exemple, vous vous dites, voilà, je veux créer une fusée pour aller dans l'espace. D'accord? Donc ça, c'est le point de départ, qui est votre objectif, mais qui est le point de départ, parce que c'est la théorie. Bien, à partir de là, je veux créer une fusée, à partir de cette volonté, donc, qu'est-ce qu'il me faut? Et là, maintenant, en décortiquant ce qu'est une fusée et ses besoins, vous allez aligner les différents besoins. Une fois que vous avez aligné les différents besoins, donc, maintenant, vous allez rechercher derrière ce qu'il faut pour y répondre, en termes de compétences, en termes de financement, en termes de temps. Et à la fin de cette chaîne de raisonnement, finalement, vous avez tous les éléments élémentaires pour commencer, maintenant, de façon pratique, à élaborer cette fusée. Mais encore faut-il maîtriser à la lettre toutes les composantes du donc. Et c'est là où ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ça nécessite extrêmement de concentration et un rapport à l'abstraction incroyable. C'est pour cette raison que le temple du donc, ce sont les mathématiques, mais pas les mathématiques 1 plus 1, ça fait 2. Ça, ce ne sont pas des mathématiques. Ça, c'est de l'algèbre tout au plus. Non. Les mathématiques, c'est la démonstration rationnelle. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est la science de la démonstration abstraite. Et plus vous gravissez les échelons mathématiques, plus vous rentrez dans l'abstraction. Des équations à 3 inconnus, à 6 inconnus, etc. Et j'en passe. Des dérivés, les triples dérivés. Enfin, énormément d'éléments conceptuels, mais qui ensuite se retrouvent dans le réel. Parce que le monde est écrit en langage mathématique, disait l'autre. Et pour ceux qui connaissent l'actuel plus grand mathématicien du monde, Abdon Atangana, qui travaille aux États-Unis en étant originaire du Cameroun, je vous invite à regarder certaines de ses interviews. Il explique à merveille l'utilité des mathématiques pour l'avancée dans le monde. Le monde est écrit en langage mathématique. Mais encore faut-il avoir le regard mathématique, ce qui n'est pas toujours évident. Simplement, sans même avoir le regard mathématique, la maîtrise du donc est fondamentale. Quand vous voulez aller négocier votre salaire, il faut maîtriser le donc. Eh oui. Mais pour maîtriser le donc, par exemple, vous voulez me négocier votre salaire. Mais pour cela, vous devez poser les arguments. Je veux augmenter mon salaire. J'ai ceci, j'ai apporté tant à la boîte. J'ai acquis tant d'expérience. J'apporte telle idée, etc. Donc, j'estime mériter une telle augmentation. Simplement, pour que ce donc soit bon, il faut vous assurer que tous les éléments que vous avez mis sur la table ne puissent pas être contrebalancés. Si vous dites oui, j'ai apporté je sais pas moi, j'ai apporté telle idée, tel projet, mais que votre interlocuteur, le RH ou le directeur, lui, il a une autre information et qu'il arrive à éteindre ou à amoindrir ses premiers arguments, eh bien votre donc, je mérite 5 ou 10% de plus, tombe à l'eau. D'accord? Pareil dans une discussion de couple. S'il faut, et là-dessus, beaucoup d'hommes, étant prisonniers de leur ego, ont du mal. Quand il faut débattre, discuter ou prendre une décision avec madame, ils ont beaucoup de mal. En règle générale, les femmes ont beaucoup plus d'arguments. Parce que elles ont moins d'ego, étant souvent
frappées par le syndrome de l'imposteur, en règle générale, les femmes ont peu confiance en leur rationalité. Si bien que elles s'arment de beaucoup plus d'arguments. Là où les hommes, nous, on a tendance à être animés d'un complexe de supériorité par notre ego, on n'étudie pas forcément une question, et quand le débat d'idées, la confrontation des arguments démarre, au bout de 2-3 arguments et des contre-arguments de madame, on se retrouve démunis. Voilà. Et après on dit, les femmes veulent toujours avoir raison. Souvent, c'est parce que nous, de notre côté, on manque d'arguments. Et je ne parle pas que des arguments rationnels. Les arguments rationnels auxquels s'ajoutent les arguments émotionnels, qui sont aussi des arguments, qui rentrent dans la balance du donc. D'accord ? Mais la question du donc, je peux vous assurer, par exemple, à l'université, il faut au minimum 3 ans pour maîtriser l'usage du donc. D'accord ? Maintenant, je vais aller encore plus loin, et ça nous ramène à l'exemple que je vous avais donné. Je pense, donc, je suis. Certains d'entre vous, dans une précipitation, se sont dit « Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Herman, la phrase est bonne. » Pourquoi ont-ils estimé que cette phrase était bonne, malgré mon annonce, malgré le fait que j'ai présenté d'entrée de jeu la fausseté, en tout cas que j'ai annoncé que cette phrase était fausse? Eh bien, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Je n'ai pas l'autorité suffisamment forte pour confronter l'autorité du nom de Descartes, qui est une autorité désormais traditionnelle. Donc ils ont été prisonniers par l'autorité traditionnelle que porte le nom Descartes. Et moi, je n'ai pas encore construit une autorité suffisamment forte individuellement sur le terrain du leadership pour remettre en question l'autorité de Descartes. D'accord ? Donc voilà comment certains d'entre vous ont pu ne même pas chercher à considérer, même essayer. Pourtant, j'ai demandé. Prenez un stylo, faites l'exercice. Non. Et les commentaires sont là. Ah non. Descartes a raison. C'est toi qui n'as pas bien compris. C'est très profond ce qu'il dit. Bon, ok, très bien. D'accord ? Et au final, quand on y regarde bien, je pense, donc, je suis. J'ai pris une phrase de comparaison. Je suis fatigué, donc je vais dormir. L'état de fatigue m'amène à, me conduit à aller dormir. C'est logique. Donc, il y a un état qui amène à aller dormir. Mais avant d'aller dormir, ça présuppose que je suis fatigué dans mon exemple. Maintenant, quand on dit « je pense, donc je suis », cela signifie que c'est le fait de penser qui me permet d'être. Rien n'est plus absurde. Le fait de penser suppose que je suis. Si je ne suis pas, comment pourrais-je même penser? Non, c'est impossible. Donc à la limite, on peut dire « je pense car je suis ». Mais sûrement pas « je pense donc je suis ». Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Descartes, après coup, a balayé cette citation qui a fait pourtant sa renommée au profit d'une autre citation, un peu moins clinquante, « je suis, j'existe ». Et en retirant le connecteur logique, ayant compris la puissance de ce connecteur et à quel point il ne pouvait pas l'utiliser comme ça de façon malencontreuse. Je suis, j'existe. Et là, c'est beaucoup plus banal, c'est beaucoup plus plat. Le « je pense donc je suis » est d'une puissance à l'oreille forte, mais dans les faits, dans l'analyse logique, c'est faux. Pour autant, faites l'expérience autour de vous, quand vous soumettez cette phrase, « je suis donc je pense ». Voilà, là oui, « je suis donc je pense », là on peut le dire. D'accord ? Même si, il faut préciser, je suis un humain. Parce que « je suis donc je pense », c'est pas une garantie. Tout ce qui est ne pense pas. D'accord ? Donc le « je » sous-entend que c'est l'humain. Maintenant, si le « je suis » est rapporté à tout être, c'est pas sûr. Est-ce qu'un stylo pense ? Bon, d'accord ? C'est pour ça que, même là, ça nécessite un peu plus de précision. D'accord ? Alors, je pense parce que j'existe. Oui, voilà, je pense parce que j'existe ou je pense parce que je suis. Mais vous voyez bien que si nos oreilles, dans une première écoute, ont du mal à accepter l'idée que cette phrase fut fausse, c'est tout simplement parce que on est porté à croire à une idée, à la considérer comme vraie, compte tenu de l'autorité qu'elle porte, dont elle est porteuse, et qui vient de sa tradition. Donc fondamentalement, ce seul exemple
nous met face à une réalité politique et par extension géopolitique selon laquelle, globalement, la vérité est une croyance partagée. La vérité est une croyance partagée. La vérité, quand elle est scientifique, elle doit être instrumentale, elle doit être utile. C'est la vérité de l'ingénieur pour construire des machines, pour construire des voitures, des motos, des téléphones, etc. D'accord ? Mais s'agissant de la vérité que nous partageons les uns avec les autres, ça ne relève pas de ce qui est vrai. C'est ce qui importe, c'est ce que nous croyons ensemble. D'accord ? Donc, à la question du départ, d'introduction, à quoi sert la vérité ? Est-ce que la vérité sert à éclairer quand on est dans sa tour d'ivoire, quand on est un chercheur d'une certaine façon ? Oui. Mais factuellement, au quotidien, la vérité, c'est des cartes, donc c'est voilà, c'est ça, c'est des cartes, donc c'est vrai. Factuellement, la vérité sert surtout à unir. La vérité sert surtout à unir. Alors, très bonne question, la vérité du plus fort ou du plus grand nombre est toujours la meilleure. Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Moi-même du plus fort, oui, du plus fort en termes militaires. Mais surtout, en effet, disons que c'est une très bonne remarque, hein. Ce qui importe, en définitive, dans cette notion d'unité, c'est la place de l'autorité. Donc c'est fondamentalement, c'est moins la vérité qui importe que celui qui la présente comme telle et qui a de l'influence. C'est son degré d'influence. Un père a de l'influence éventuellement sur ses enfants, encore que, par les temps qui courent, les parents, père ou mère, sont en perte d'autorité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a moins d'autorité, tout du moins sur un sujet, que peut en avoir un scientifique ou un homme politique, d'accord ? Et après, ça dépend des cultures. Le religieux a encore plus d'autorité, encore que dans certains domaines. Maintenant, l'époque du Covid, la parenthèse du Covid, a fait voler en éclats, à l'échelle du monde, la vérité scientifique, qui avait été considérée comme sacro-sainte. Chaque jour, un scientifique venait contredire un autre scientifique. C'était incroyable. Je ne sais pas si vous en avez le souvenir. C'était une cacophonie permanente, incroyable. Personne n'était jamais d'accord sur rien. Et le docteur Raoult, qui obtiendra la postérité, j'imagine, dans un certain nombre d'années, a été considéré comme l'homme à abattre. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce sujet nous permet de comprendre les réactions à l'endroit de la citation de Descartes, nous permettent de comprendre que la vérité est utile plus qu'elle n'est vraie. C'est ça qu'il faut comprendre. La vérité est utile plus qu'elle n'est vraie. Maintenant, le but, par exemple, d'un intellectuel, c'est de faire jaillir la vérité. Simplement, dans les faits, ce jaillissement ne peut trouver son utilité que sur le terrain moral. Quand il s'agit de dénoncer une mauvaise action d'une grande compagnie ou de l'État ou d'un grand acteur politique afin que la justice puisse s'emparer et sévir, ça peut avoir un intérêt. Et encore. D'accord ? Pourquoi ? Parce que une vérité morale en chasse une autre. Qui en chasse une autre ? C'est le flux ininterrompu, médiatiquement, des affaires. On le voit bien. Chaque jour, on est envahi de scandales tout aussi scandaleux les uns que les autres. Et à chaque fois, un en balaye un autre. Hier, Olivier Marleix, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, c'est un homme qui avait dénoncé le démantèlement de la puissance étatique française, de la souveraineté française, selon lui en tout cas, opéré par Macron en vendant Alstom, donc les géants du nucléaire, au profit des Américains. Bon, et il a disparu, il se serait suicidé. Bon, mais cette actualité, elle a été balayée par l'affaire Epstein. On s'est aperçu, la justice américaine, finalement, a abouti à une sorte de non-lieu. Il n'y a pas de liste. Donc les noms des stars qu'il fourguait, avec lesquels il dealait des demoiselles, tout ça, c'est fini. Et aujourd'hui, le FN était perquisitionné, et ainsi de suite. Enfin, tous les jours, il y a énormément d'informations, donc de prétendues vérités, tout du moins, qui viennent se bousculer
sur le terrain toujours de la morale, hein, on dénonce, c'est bien, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Et au final, ça change rien pour nous. D'accord? Alors, est-ce qu'un mensonge qui devient viral et qui est perçu comme vrai est plus fort que la vérité? C'est oui. Alors, à quoi sert la vérité? Mais c'est exactement ça, très bonne question. C'est exactement ça. Nous sommes passés à l'ère de la post-vérité. Ce qui importe, oui, Fidjou Le Sage, je crois que je vais le prendre en collaborateur, hein, Fidjou, là, hein, bon, il se révèle, je plaisante. C'est exactement ça, c'est que ce qui importe aujourd'hui, c'est la croyance partagée. Maintenant, cette croyance, ça peut être même un mensonge orchestré par d'autres, mais qui ensuite, donc on appelle fake news, qui ensuite est considéré par ceux qui la reçoivent comme vrai. Le meilleur exemple qui nous concerne, quand on parle de racisme anti-blanc, vous en entendez parler de plus en plus. Oui, le racisme anti-blanc, On a beau sortir nos sabots scientifiques, sociologiques, anthropologiques, mettre sur la table toutes les références, expliquer que le racisme, c'est un concept qui suppose un système et un agissement sur une collectivité et non pas uniquement des actions individuelles. Non. De plus en plus de dits blancs, notamment en France, considèrent être victimes du racisme anti-blanc, considèrent que le racisme anti-blanc existe. Et ça, vous aurez beau sortir, et on le voit, tous les arguments scientifiques, ils ne veulent rien savoir. Parce que des personnes qui ont fait autorité, Zemmour notamment, les Le Pen notamment, donc ils ont fait, donc c'est la figure de l'autorité, eh bien, a validé, jusqu'à Darmanin, ont validé ce concept. Donc voilà comment ensuite, à l'échelle du peuple, il a été reçu, non pas comme une croyance, mais comme une vérité. Et c'est un très grand danger, ce concept de racisme anti-blanc. On ne mesure pas son effet dévastateur, dans la mesure où le racisme implique la haine. Donc quand vous êtes victime de racisme, vous estimez être victime de haine. La haine, c'est le pas qui précède, entre guillemets, l'instinct de survie. Donc si vous estimez être la cible d'une tentative de meurtre, comment allez-vous réagir si ce n'est, eh bien, en anticipant? Donc fondamentalement, le racisme, quand on arrive à convaincre une majorité qu'elle est l'objet de la haine d'une minorité, ça débouche à l'échelle du monde, l'histoire nous l'a montré très souvent, sur les pires crimes. Je m'arrêterai là, j'ai pas envie de jouer aux oiseaux de mauvais augure. Mais c'est pour illustrer l'importance, hélas, le fait que la vérité, ce n'est pas ce qui est vrai. Je répète, la vérité, c'est une croyance considérée comme vraie par un certain nombre de personnes, avec pour garant une figure d'autorité. Un père, un professeur, un politique, un leader. Voilà. Donc l'enjeu majeur, se situe au niveau de l'autorité. Et souvent, moi, ce qui m'émeut, ce qui me chagrine, vraiment, ce qui me sidère même d'une certaine façon à l'échelle de la communauté, c'est que beaucoup de leaders d'opinion me donnent l'impression, je ne lis pas, j'ai pas une boule de cristal et je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais me donnent l'impression de vouloir davantage être aimé du peuple ou des peuples que d'aimer le peuple. Pourquoi? Parce que quand on veut être aimé du peuple, on lui dit ce qu'il veut entendre. Et la meilleure manière de lui dire ce qu'il veut entendre, c'est de faire jeter la responsabilité de ses malheurs sur l'autre. Et historiquement, c'est très facile. L'impérialisme, l'Occident, point barre. Et c'est balayer notre responsabilité individuelle. Comme vous pouvez dire, oui, c'est l'impérialisme qui pille tes richesses, mais si toi, quand tu manges un sandwich, tu jettes le papier devant chez toi et que tu participes à l'insalubrité, tu fais aussi partie du problème. Maintenant, si ton leader d'opinion ne t'essaye pas de t'inciter à prendre tes responsabilités, le problème à l'échelle individuelle, 1 + 1 + 1, ça donne tout un pays qui entretient un certain comportement vis-à-vis de lui-même et qui, par la même occasion, donne une certaine image de lui à l'endroit de l'élite et qui, de ce fait, se détache. Enfin, c'est un cercle vicieux qui peut se mettre en place, par exemple. D'accord ? Donc moi, ce qui me gêne à l'endroit de celles et ceux qui, quand ils font des directs, ont des centaines, des milliers de personnes, c'est qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils, soit ils ont peur, ou soit c'est stratégique, je n'en sais rien, mais mettre le doigt sur un impératif, lutter contre l'illettrisme, inciter un maximum de jeunes à prendre en main la première des matières, à savoir la matière grise,
par la lecture. Non, il préfère en permanence pointer du doigt les responsabilités extérieures. Qui existent, hein. Je ne les nie pas, simplement, elles ne sont pas à l'origine aujourd'hui de notre faiblesse. Les autres profitent de notre faiblesse. Ils ne nous rendent pas faibles. Ils profitent de notre faiblesse. Ce qui nous rend faibles, c'est l'ignorance. Ce qui nous rend faibles, c'est l'illettrisme. Ce qui nous rend faibles, c'est l'impulsivité, c'est la culture de l'émotion. Et aussi la tradition. C'est le non-culte de la rationalité. Alors, tout le monde n'a pas vocation à vouer un culte à la rationalité, je l'ai dit en introduction. C'est le propre d'une minorité. Mais même cette minorité-là, hélas, sur le continent, elle a été aspirée par l'extérieur compte tenu des réalités matérielles. Et sur place, les seules minorités porteuses de vérité, ce sont les minorités traditionnalistes, les minorités spirituelles, qui, dans bien des cas, ne respectent en aucun cas le logos, la logique, font croire tout et n'importe quoi aux populations démunies. On voit les actions que mènent certains pasteurs dans les églises, ça tombait par terre. C'est surréaliste. On a tous vu des séquences complètement dingues. Complètement dingues. Incitant les gens à se mettre à ramper, à faire des choses. Enfin bref, les schémas sont tellement aussi abracadabrantesques que farfelus que parfois on se demande si ce n'est pas un sketch. Et pourtant les gens y croient. Pourquoi? Parce que le pasteur incarne la figure d'autorité. D'accord? Donc le plus important, c'est vraiment la démocratisation de la vérité, et laquelle nécessite la démocratisation de la lecture et de l'écriture. Si vous voulez comprendre le fond du problème, en tout cas du problème majeur sur lequel reposent tous les autres problèmes qu'on peut rencontrer sur le continent ou ailleurs, parce que l'illettrisme et la non-lecture, c'est pas propre au continent, c'est propre à tout, beaucoup de peuples dans le monde, mais surtout aux classes sociales les plus défavorisées. Là où se trouve la pauvreté, se trouve rarement des livres. C'est très simple. Chez un pauvre, on rencontre, on voit plus de télévision que de livres. C'est quelque chose de très factuel. D'accord. Donc là, la vérité, sur la question de la vérité, c'est cette conclusion qu'il faut garder à l'esprit, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que elle sert à unir plus qu'à éclairer. Hélas. Je dis bien hélas, pourquoi? Parce que maintenant, à l'échelle individuelle, elle sert à éclairer, elle sert à s'imposer à condition, et c'est la condition la plus majeure, à condition de maîtriser ce qui surplombe toutes les autorités, à savoir l'autorité de la logique. L'autorité de la logique. Une seule personne logique peut avoir plus de pouvoir que 1000 personnes réunies illogiques, ou qui manquent de logique. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une confrontation d'arguments et de raisonnements. Et si vous avez la logique de votre côté, et que vous êtes armé de connaissances, vous maîtrisez les notions, les définitions, les mots, alors là, vous êtes surpuissant. C'est précisément pour cette raison qu'un livre bien écrit, porteur d'idées, a le pouvoir de transformer le monde. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que le livre est porteur d'une logique puissante. D'ailleurs, voilà, les écrits qui ont changé le monde. Les écrits qui ont changé le monde. Ce sont les écrits qui changent le monde. Pourquoi? Parce que les écrits, c'est dans les écrits que la logique réellement s'articule. À l'oral, la logique ne peut pas vraiment être saisie, ça va trop vite, on est en manque de précision. Tandis que à l'écrit, on articule une pensée. Donc si la pensée est bien articulée, autrement dit, si la logique est bien respectée, elle s'impose aux yeux du lecteur. Elle lui rentre dedans, même s'il ne vous apprécie pas vous, il n'apprécie pas votre couleur de peau, votre sexe, votre classe sociale, ce que vous voulez. Si ce que vous écrivez est puissant, cette puissance s'impose à lui. Voilà comment Aimé Césaire a rédigé Discours sur le colonialisme. La France l'avait blacklisté et finalement, il a quand même réussi à s'imposer quelques années plus tard. Avant même cela, il avait écrit Cahier d'un retour au pays natal durant la Seconde Guerre mondiale. Il était en Martinique et c'est André Breton, de passage, qui, au détour d'un kiosque, tombe sur un extrait dans un magazine et par la même occasion, il tombe amoureux, ébahi par la puissance, à la fois poétique, parce que je pourrais même évoquer l'importance du beau, mais également logique.
Il y avait aussi des punchlines incroyables d'Aimé Césaire. D'accord? Donc clairement, c'est la puissance de la logique qui permet à l'humain de combattre tout type d'autorité. Alors, y a-t-il une différence entre la logique et le bon sens? Excellente question. Alors, vraiment, je répète, je suis vraiment gâté avec vous. Alors, as-tu un livre sur la logique? Je vais vous recommander quelques ouvrages par la suite. Alors, y a-t-il une différence entre la logique et le bon sens? Alors, souvent, on a tendance à dire que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Bon, certains vont même jusqu'à dire, oui, vox populi, vox dei. C'est-à-dire, finalement, la pensée, le bon sens, c'est la logique collective. Sauf que, justement, toute la difficulté se situe là. À un certain degré de vérité, le bon sens est, comme qui dirait, largué. Très clairement. Et vraiment, à un certain degré de vérité, qui nécessite une conceptualisation, là, on n'est plus dans le bon sens. Le bon sens, c'est utile. Le seul souci, voilà, je vais prendre un exemple, parce que c'est toujours mieux de parler en exemple. Vous vous baladez en tant que visiteur dans une prison du type Fleury-Mérogis. D'accord? Vous avez 20, 30, 40 ans, vous visitez la prison et vous constatez que 70, 80% des détenus ont une certaine couleur de peau, ont une certaine origine. Bon. Eh bien, votre bon sens va vous pousser à dire que ceux qui sont criminels, délinquants, en France, sont les Noirs et les Arabes. C'est votre bon sens. Sauf que ce bon sens qui découle de votre observation, eh bien, il n'a pas pris en compte un certain nombre d'autres facteurs. Premièrement, il n'a pas pris en compte que parmi les détenus que vous avez vus, vous avez vu peu de femmes, ou vous avez vu peu de personnes âgées. Donc déjà, ça limite la généralisation raciale. Ça témoigne que le problème n'est pas exclusivement racial rattaché à la présence des Noirs et des Arabes, mais également une dimension aussi générationnelle et de sexe, de genre, des garçons. Ensuite, votre bon sens ne vous a pas dit que parmi les détenus, une grande majorité ont grandi sans père, une grande majorité sont en échec scolaire, une grande majorité sont issus de classes prolétaires. Ah! Donc ça, là aussi, encore une fois, le bon sens se trouve largué. Donc au bout du compte de l'équation, quand vous prenez plusieurs facteurs que n'avait pas pris en compte le bon sens, la conclusion n'est absolument plus la même. Voilà pourquoi le bon sens sur le terrain politique peut être l'ennemi de la vérité et l'instrument par excellence de la propagande, puisqu'il offre l'apparence de la vérité. Donc le bon sens est vraiment l'instrument de l'apparence de la vérité. Mais dès lors qu'on rentre en profondeur, le masque tombe. Le bon sens n'est qu'une illusion. Le bon sens, c'est un handicap mental, fondamentalement. Donc j'espère avoir répondu, exemple à l'appui, à la question qui m'a été posée. Pour moi, le bon sens peut être influencé par des constructions sociales non objectives, ce que les gens aiment. Voilà, c'est ça. J'aurais pas mieux dit. Alors je vais lire pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire. Le bon sens peut être influencé par des constructions sociales non objectives, ce que les gens aiment entendre. Ouais, c'est à peu près ça, clairement. Donc il y a cette notion de propagande, de préjugés. Donc en gros, le bon sens, c'est ce qui aide aussi les humains qui y adhèrent à certaines idées, en tout cas à être confortables et à ne pas se remettre en question. Il n'y a rien de plus difficile pour un humain, surtout passé un certain âge, que de remettre en question les croyances qui, pour certaines d'entre elles, ont fondé même sa construction personnelle et collective. Des croyances fondamentales, certaines par exemple, étant relevant de la tradition ou de la religion. Quand certains hommes disent « oui, la femme doit être soumise », ils sont amusants. Et en guise de seule explication, « oh, c'est la tradition ». C'est pas un argument, ça. On n'est pas dans l'argumentation logique. On se réfugie dans le prétendu bon sens traditionnel et en s'appuyant sur l'idée que les sociétés étaient stables. Oui, mais est-ce que le bonheur était au rendez-vous? Est-ce que les femmes étaient heureuses? Est-ce que même les hommes vivaient jusqu'à 75 ans ou à 45 ans mourant sur le champ de bataille? Pas sûr. Et quand on entend par soumise, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est je fais ton ménage, je te masse le dos pendant que toi, tu regardes la télévision, etc. Enfin, c'est beaucoup plus complexe
qu'il n'y paraît. Donc fondamentalement, la logique permet à l'humain de se libérer de des autorités, autrement dit, permet de prendre possession réellement de la vérité, enfin de la croyance qu'il considère comme vraie, par un appui solide. Simplement, ça suppose de l'entraînement, de la maîtrise. Et croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, quand certains découvrent mes masterclass, découvrent mes formations, moi, c'est tout ce que je transmets. C'est vraiment la maîtrise de la logique, en plus de transmettre le langage, les outils linguistiques. Simplement, en 2-3 minutes, c'est très compliqué, par des petites pastilles vidéo, d'expliquer le fond de mon enseignement bâti sur plus de 20 ans de recherche et de réflexion. Une visite de ma bibliothèque. Ouais, pourquoi pas, avec mon fiston en prime qui servira de guide. Ça peut être drôle. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à chacun de vous doter d'une bibliothèque. Réellement, comme on dit, quand on a une bibliothèque, on a la garantie d'être heureux. Et je peux vous assurer, c'est vrai. Il n'y a pas de meilleure source de connaissances que les livres. Il n'y a pas de meilleure source d'échange, d'enrichissement que la lecture. C'est fondamentalement un trésor inépuisable, source qui plus est de transmission. Je me permets de rappeler que la mission la plus importante de l'humain qui aspire à devenir parent, c'est de réussir à transmettre à son enfant le goût de la lecture, autrement dit le goût de l'élévation, le goût du pouvoir, le goût du bonheur. Si j'ai réussi ça, Samba Boys, si je t'ai donné l'envie de renouveler ta carte de bibliothèque, je n'aurais pas effectué ce live pour rien. Voilà, si vous avez une ou deux dernières questions, je suis là pour y répondre. Sinon, je vais vous souhaiter une excellente soirée, tout en vous remerciant de m'avoir accompagné et en espérant que je vous ai apporté du grain à moudre, de la réflexion. Et en guise de conclusion, je vais vous donner quand même quelques références qui peuvent être intéressantes et qui vous permettront sur ce sujet de pousser toujours. J'ai aucune vocation à détenir de manière exhaustive une notion. Ce livre est très intéressant, Sociologie des croyances et de la foi. Donc il rentre encore plus en détail dans la distinction, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que les croyances, la notion d'autorité. Il y a un cas d'ailleurs qui est très intéressant le découvreur de l'ADN, James Watson, qui, je ne sais pas si vous le savez, donc à la fois le monsieur découvre l'ADN, d'accord, jusqu'ici tout va bien, et puis voilà, James Watson, il découvre l'ADN, prix Nobel de médecine en 62, et puis en 2007, ce même monsieur qui estime qu'il n'y a pas de différentes races humaines, mais qu'une seule race humaine, sur la base de l'ADN. Et puis en 2007, il s'est réveillé et il a mis en avant le lien entre l'intelligence et la race. Donc il a réactualisé ce que lui-même avait enterré, à savoir l'existence de race, et en allant plus loin, en associant l'intelligence. Donc c'est pour dire, c'est l'exemple même que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'autorité scientifique, même elle peut faire l'objet d'instrumentalisation. C'est pour ça d'ailleurs que Karl Popper, un grand scientifique, avait cette phrase qui résume très bien la vérité scientifique, c'est que la vérité scientifique, c'est une erreur en sursis. Voilà. Les prophètes sont-ils des personnes douées de logique ? Normalement, oui. Normalement, justement, c'est peut-être leur plus grande force. Leur plus grande force. Rien n'est plus puissant que la logique pour convaincre un individu face à n'importe quel problème. Mais encore faut-il savoir identifier les notions clés autour du sujet qui préoccupe ce même individu qui vous interpelle, en la clarifiant, parce qu'une notion peut être polysémique, donc il faut être sûr de la clarifier. Et ensuite, si possible, je vous donne un autre conseil, trouver une image ou un exemple. Comme tout à l'heure, par exemple, à la question du bon sens, j'ai pris l'exemple tout de suite factuel de la prison. Donc ça permet instantanément à votre interlocuteur de s'approprier votre propos, donc de s'approprier la logique inhérente à votre propos. Donc la logique, il n'y a rien de plus puissant, puisque vous n'imposez pas. Vous arrivez à convaincre, ce qui n'est absolument pas pareil. Tandis que la tradition, le professeur, la star ou l'influenceur, plus ou moins, ils essaient de vous imposer une vérité en vous demandant de la prendre pour argent comptant. Alors, ton live, si j'ai bien saisi, tout ce qui est logique est vrai, mais tout ce qui est vrai
Ah, bah merci. Alors là, c'est un résumé parfait. Je vais noter, oui. Tout ce qui est logique est vrai, et tout ce qui est vrai n'est pas forcément logique. Exactement. Alors là, Hachimwe, il est en forme. Pourtant, il a installé avec sa casquette, en tout cas sur sa photo de profil, on pourrait croire qu'il est un peu farniente, mais dedans, ça bouillonne bien. C'est un excellent résumé. Merci pour tous les efforts que vous fournissez à 4-0. Oulala, encore plus important pour PSG. Merci. Ah oui, pardon, le nom du livre. La sociologie des croyances et de la foi. D'accord? Donc, de monsieur Charles-Henri Cuin. Alors, celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez le trouver, c'est Le Point, peut-être sur Internet, justement sur cette notion d'autorité. Cet ouvrage sur les écrits qui ont changé le monde. Voilà, déjà sur ces 3 supports de réflexion, croyez-moi, vous avez suffisamment de matière. Et sur la logique à proprement dit, l'importance de la rationalité, il y a celui-ci que je viens de recevoir, donc je ne peux pas vous en dire davantage. Simplement, la 4e de couverture est très très riche. D'accord? Mais il est très très important. Est-ce que je peux vous recommander d'autres ouvrages sur la logique? Oui, les ouvrages de Carnap. Vous regarderez Carnap, C-A-R-N-A-P, un philosophe analytique qui s'est vraiment attardé de manière méticuleuse sur la science de la logique. Je ne vais pas vous renvoyer aux textes d'Aristote, bon, ils sont assez fournis, et en toute honnêteté, les auteurs comme Carnap l'ont réactualisé, donc autant passer directement par eux. Voilà, j'espère avoir été à la hauteur de votre patience. Merci Fidiou le Sage, vraiment pour votre commentaire, pour ton commentaire pertinent, limpide en guise de réponse sur la question autour de la citation fausse de Descartes, ainsi que pour tes interventions ce soir. Merci à tous pour vos interventions. Vous me motivez à en faire d'autres de façon plus régulière. Comme il a été dit, la qualité prime sur la quantité. Donc réellement, si à chaque fois vous êtes présent et vous mobilisez vos neurones en participant à cette œuvre, cette intelligence collective, je serai le plus heureux des hommes. Vraiment, rien ne me réjouit davantage que de voir justement comme cela en marche ces neurones à des fins concrètes. Là, vous avez bien compris que nous ne sommes pas là juste pour verser dans une forme, vous m'excuserez l'expression, masturbation intellectuelle. Non, le but, c'est à chaque fois d'inciter chacun à prendre son destin en main. Je n'insisterai jamais assez, par son raisonnement, sa capacité à décrypter, à comprendre le monde, à expliquer, à transmettre aussi aux nouvelles générations. L'enjeu est de taille, même si je le dis comme ça dans mon bureau, néanmoins, c'est un enjeu international, un enjeu massif, mais qui commence par chacun devant son miroir. Voilà, merci à tous. Je vous dis normalement à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et entre-temps, évidemment, je continue à poster mes vidéos. Pour celles et ceux qui souhaitent que je les forme à la maîtrise de la logique, à la maîtrise du langage soutenu, n'hésitez pas à venir me voir, à me solliciter par message. En 3 mois, le défi sera relevé et je vous amènerai au sommet du Mont Molière, là où vous attend la meilleure version de vous-même. Rien d'autre à rajouter. Vous méritez un bon petit repos. Votre logique doit laisser place au rêve, à la poésie, en un mot amorphé. Prenez soin de vous, noblesse oblige.